Bonjour à toutes et à tous. Sur cette table ronde, nous allons évoquer les bonnes pratiques sur un sujet particulièrement sensible, comment rendre son industrie propre. Un plateau très complet qui va nous permettre de croiser les regards et les expériences. Je vous présente nos invités aujourd'hui. Emeline Beaune, bonjour. Bonjour, vous êtes première vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'économie, du commerce, du numérique et de la commande publique. Tout à fait. Voilà, on vous a vu d'ailleurs hier sur la remise des prix des GIO Awards. David Guillaumard, bonjour. Vous êtes responsable recherche et innovation dans les énergies marines renouvelables chez Ségula Technologies. Bonjour. Muriel Makenéan, vous êtes responsable R&D transition énergétique environnement au CETIM. Et tous les deux, tout à l'heure, vous nous rapporterez un cas d'école et de collaboration qui sera très intéressant. Sylvie Padilla, bonjour. Vous êtes responsable donc du service industrie, direction entreprise et transition industrielle à l'ADEME. Luc Ronfard, bonjour. Vous êtes fondateur et gérant de la biscuiterie Loubio. On parlera alimentaire avec vous tout à l'heure. Et Jonathan Scherer, vous êtes Engineering and Energy Manager chez AkzoNobel Powder Coatings. Alors, je démarre avec vous, Sylvie Padilla. On va, grâce à l'ADEME, faire un petit tour d'horizon sur justement qu'est-ce que la décarbonation. On va évoquer déjà quelque chose d'assez général là-dessus. Vous avez un regard à la fois sur les analyses, les projets, les décisions qui sont prises. Quand on parle de décarbonation aujourd'hui, on parle de quoi ? Écoutez, merci d'abord pour cette invitation. C'est sûr que par rapport au titre Industrie propre, voilà, ça va être un focus décarbonation, donc un focus plutôt autour de l'énergie et du changement climatique. Il y avait une intervention un peu dans la même lignée que celle d'avant. Juste pour situer un peu, on parle de décarbonation de l'industrie. Ça veut dire qu'on parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie pour atteindre les enjeux du changement climatique. L'objectif du changement en termes de changement climatique. Ce qui est intéressant de positionner un peu, c'est comment l'industrie se situe par rapport aux autres secteurs. C'est plus ou moins un cinquième, un quart, ça dépend comment on compte, des émissions globales. On a par rapport souvent on parle de transport et de bâtiment, à côté, finalement l'industrie a cette propriété d'être très concentrée. Même s'il y a un tissu industriel diffus sur lequel il faut travailler, on a quand même des acteurs très concentrés en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou de consommation d'énergie. Ce qui fait que les accompagnements, les politiques publiques qui vont avec doivent s'adapter à ça, et on n'est pas du tout dans les mêmes registres d'accompagnement que ce qu'on peut avoir sur les questions de mobilité, les questions de résidentiel. Donc c'est ça qui est important aussi d'avoir en tête. Ça veut dire aussi, c'est aussi en corollaire avec la technicité de la décarbonation dans l'industrie. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est aussi d'aller au cœur de l'outil de production. Et donc, on touche au process industriel. Et là, il y a une spécificité aussi qui ne se traite pas d'une façon aussi équivalente que sur d'autres sujets, comme, je reviens toujours sur le transport et le bâtiment. Donc là, ce que vous voyez dans cette slide, voilà, c'est... Je reviens avant. Voilà, on a juste indiqué les macro-secteurs, finalement, qui émettent beaucoup, qui consomment beaucoup. Et c'est vrai qu'en termes d'enjeux de décarbonation de l'industrie, il faut commencer par ces secteurs-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler aussi avec les autres secteurs, mais on ne peut pas faire l'impasse sur cela. Ça, c'est évident. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on a des concentrations territoriales. Donc, on a quand même des gros émetteurs ou des gros consommateurs d'énergie. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des synergies à l'échelle de ces bassins d'emploi, à l'échelle de ces zones territoriales, et qui peuvent entraîner tout un tissu industriel autour. Parce que si on parle de récupération de chaleur fatale, si on a un gros pourvoyeur de chaleur, c'est autant d'opportunités pour les autres industriels. Donc ça, c'est un autre aspect aussi de la concentration des acteurs industriels. Et peut-être pour bien détailler ce qu'est la décarbonation de l'industrie, parce qu'on parlait beaucoup de transition énergétique, maintenant on parle de décarbonation, donc finalement c'est un élargissement orienté climat, mais on y retrouve les mêmes sujets que la transition énergétique. C'est le deuxième point sur l'amélioration de la sobriété et de l'efficacité énergétique, donc on retrouve bien ces enjeux d'efficacité énergétique. On y rajoute des problématiques liées aux intrants. On sait que par exemple si on met plus de ferraille dans un four, ça va moins émettre que si on met de la matière première brute. Donc on a vraiment des sujets de cœur de process qui vont au-delà du sujet énergie. Donc on est vraiment dans le fondement même de l'industrie qui est transformer de la matière avec de l'énergie. Et finalement, comment avec ça on consomme moins, on émet moins. On a bien sûr
tout le volet dans la décarbonation autour du changement du mix énergétique, comment on met des énergies renouvelables, notamment sur les énergies renouvelables thermiques, comment on met de la biomasse, comment on met du solaire thermique. Et ça va, là, on retombe pour le coup dans la transition énergétique. Et puis, en dernier point, le captage, stockage et valorisation du CO2 qui, lui, est quand même dédié à certains acteurs dans des zones particulières. Donc, mais ça fait partie, c'est ça vraiment les 4 leviers. Quand on parle de décarbonation de l'industrie, c'est vraiment sur ça qu'on s'appuie et on retrouve complètement les enjeux de transition énergétique. Alors, on va voir, alors, pour concentrer vos projets, on va continuer le tour de table avec vous, Emeline Baume. Alors, on l'a vu, je remets la slide d'ailleurs rapidement. Oui, on est un des points. Vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Donc, vous, comment ça se passe autour dans cette belle métropole de Lyon? On est dans un territoire d'industrie quand même. Quelle est votre action aujourd'hui? Comment vous vous engagez sur ce plan-là? Alors, donc sur le territoire de la métropole de Lyon, qui a un fort passé industriel et un présent très fabricant, et on le souhaite pour des questions justement de respect de l'accord de Paris. On préfère que les choses se passent ici et maintenant en les transformant plutôt qu'ailleurs dans des conditions sociales et environnementales dégradées. On a fait le choix d'avoir carrément une politique publique industrielle en faveur des activités productives avec 4 axes pour faire très rapide. Un axe sur les questions de foncier d'immobilier, donc d'accueil, en ayant en tête le zéro artificialisation nette, donc le sujet du renouvellement urbain industriel. Le deuxième sujet, qui est le sujet là de la table ronde, qui est le sujet de la transformation, comment on se dote d'outils en fonds propres, d'appels à projets, mais on est aussi sur le sujet chaleur fatale, comment on accompagne celles et ceux qui produisent aux questions de sobriété, efficacité, matières, matériaux et énergétiques. Le troisième sujet, c'est la coopération, comment on coopère avec les territoires voisins, puisqu'on n'est plus dans un sujet de compétition, et dans le petit point on ne le voit pas, mais il y a aussi Saint-Étienne Métropole, enfin on est sur un territoire large, donc on a tout intérêt à faire les choses ensemble pour, entre autres, le 4e point, qui est un sujet de reconnexion avec les habitants. Quand on parle d'industrie, dans l'inconscient collectif, il y a pollution, nuisance, chômage. Et donc, on voudrait faire la bascule vers souveraineté, donc utilité, sens, d'être dans le faire, les makers, et d'être dans cet accompagnement à un repositionnement des activités pour éviter les déplacements, les 3 fois le tour de la terre, pour limiter nos vulnérabilités, CF, les approvisionnements et effectivement la raréfaction des ressources. Donc, on a un plan. Vous voulez que je continue? Non, allez-y. Ouais. Hein, ouais. On a un plan qu'on déroule donc depuis l'année dernière avec des objets relativement connus et identifiés et portés par l'ADEME, entre autres un objet qui s'appelle le feeder, donc qui est un sujet de récupération de la chaleur fatale qui s'assimilerait presque à une brique d'une logique d'écologie industrielle et territoriale sur ce qu'on appelle la vallée de la chimie, donc Saint-Fond, Pierre-Bénit, Thierigny, Saint-Genis, Laval, et j'en oublie forcément. Voilà. Mais on a aussi des nouveaux objets assez uniques en France, je le dis pour donner envie à d'autres territoires et à d'autres entreprises, qui est la création d'un fonds d'amorçage industriel à impact. C'est ça la nouveauté. Donc en alliance territoriale avec Saint-Étienne Métropole, c'est de se dire, voilà, en fait, nous, on est sur un territoire où il y a beaucoup d'enseignement sup et de recherche, on a beaucoup d'envie d'agir, portée par des ingénieurs, voilà, des créatifs, etc. Mais en général, il y a un petit souci en termes de fonds propres. Il y a plein de fonds d'aide au développement. Voilà. Il y a moins de fonds sur l'amorçage. Donc, on s'est lancé, la société de gestion et Déméter. On a communiqué sur le sujet au printemps. Et on va bientôt finir le premier tour de table. Donc, l'idée, c'est de carrément s'engager, nous, en tant que collectivité. On y met 17 millions. Je pense que c'est une sacrée preuve vis-à-vis des entreprises qu'on veut vraiment faire avec le territoire et maintenir dans ce territoire et avoir des porteurs de solutions sur le territoire pour les objets manufacturés du quotidien, mais aussi pour être dans ces sujets déchets, eau, énergie, en étant extrêmement... comment j'allais dire, vertueux. Voilà, au-delà de la vertu. Après, on s'est doté d'outils du type la ruche industrielle de points, en gros, de coopération. C'est une association où viennent des comptes clés du territoire, mais aussi des PME, et où la métropole est forcément partie prenante pour agir ensemble, faire de la R&D ensemble, modulo les soucis de propriété intellectuelle, mais c'est important aussi, alors je pense qu'il y a d'autres territoires où ça existe, mais je me permets de verser au pot ce type de solution
qu'on expérimente. Après, il faut regarder dans 2 ans, 3 ans ce que ça a produit. Mais c'est intéressant de le voir comme ça. Et dernier sujet que je voulais mettre au pot aussi, c'est quand on parle, alors il y a des gens qui aiment bien qu'on parle de relocalisation industrielle. Il y a aussi se regarder et regarder le potentiel qu'on a sur son territoire. On vient de valoriser ce matin la création d'un collectif qui s'appelle Les Soudés. Parmi les soudés, on a 16 entreprises qui prototypent en gros, qui font une offre de service sur le prototypage. Et c'est pareil, c'est important de faire passer le message, en particulier aux PMI. Il n'y a pas besoin d'aller se sourcer en Asie, aux États-Unis, je ne sais pas quoi. En fait, ici, là, maintenant, tout de suite, il y a des gens. Donc voilà, on a ce collectif des soudés. Excellent, on va y revenir alors, puisqu'on a évoqué avec Anne Guérin juste avant, c'est vrai, l'importance du territoire pour développer cette économie circulaire. On va voir maintenant un cas d'école, alors 2 cas d'école d'ailleurs, après je vous passe la parole, on va parler de la biscuiterie Loubio. Jonathan Scherer, avant, donc vous êtes chez AkzoNobel, numéro 1 mondial du recouvrement peinture, donc on imagine que sur vos sites, c'est une réflexion qui date déjà depuis pas mal d'années. Et alors surtout, ce qui est intéressant, on va avoir peut-être votre retour d'expérience. Ça fait 13 ans que vous êtes donc dans cette dynamique de gestion d'énergie, d'efficacité énergétique. Comment vous avez progressé finalement dans cet engagement? Alors, évidemment, il y a une politique et des valeurs du groupe. AkzoNobel, c'est le numéro 1 mondial. On connaît Dulux, Valentine, Sickens, Astral. Nous, on est une petite entreprise, petite usine dans l'Essonne. Évidemment, il y a des directives groupe, mais sans avoir une vraie volonté, une vraie démarche locale, ça ne fonctionne pas. J'ai beaucoup aimé Anne Guérin, elle a employé le mot militant. Nous, c'est vrai qu'on va dire la transition écologique, la décarbonation, réduire l'impact sur l'environnement de l'usine, ça fait partie de l'ADN de l'usine. Et depuis une bonne quinzaine d'années, moi je suis arrivé en 2008, mon premier projet, alors je ne suis pas que responsable énergie, j'ai pas mal d'autres casquettes, mais le premier projet que j'ai réalisé, c'est la mise en place de 50 analyseurs à travers tout le site. Donc c'était vraiment une vraie volonté de l'entreprise. Nous, depuis maintenant 15 ans, on a beaucoup de projets techniques pour réduire cet impact environnemental. On est très fiers de dire qu'on est reconnu au niveau d'AkzoNobel comme le World Class Leader. En 10 ans, j'aime bien prendre ces chiffres-là, la production de 2019 est équivalente à la production de 2009 et on a réduit de 40% en termes d'énergie, l'utilisation d'énergie sur 10 ans. Voilà, donc c'est quelque chose de très concret. Sur une production égale, on réduit de 40% notre consommation d'électricité. Ce qui est énorme. C'est énorme. C'est énorme parce que 40%. Et du coup, on voit que ça marche. Et alors, comment ça s'est concrètement, là, pour ceux qui sont avec nous, comment ça s'est mis en place, cette réduction? Ça a démarré par quoi? C'était les chaînes de production? Ça a été la formation des gens? Ça a été, à quel niveau vous avez joué? Nous, on a tout d'abord travaillé sur notre process. Ce sont principalement nos 2 principaux process qui sont l'extrusion et le broyage, où en fait, on a vraiment voulu coller la consommation à notre production. Parce qu'on va dire on a des équipements qui n'étaient pas du tout pensés dans cette réflexion d'efficacité énergétique. Donc on a fait beaucoup de modifications de soft, on a mis des variations de vitesse, tout ce qu'on peut connaître dans le milieu technique, on a pu implémenter ça. Et dans une deuxième phase, on a énormément travaillé, c'est ce qu'on voit sur ce slide, on va dire de 2008 à 2013 principalement sur le process. Et après, de 2014 jusqu'à récemment, on a ramené nos utilités aux besoins de notre production. Donc on a des groupes froids, on a des compresseurs, on a des dépoussiéreurs, on a des centrales d'aspiration centralisées. Et donc on a collé tout ça pour pouvoir justement atteindre ces 40% de réduction. Et vous confirmez que c'est vraiment un travail, c'est pas une obsession, mais disons que c'est un travail très régulier à faire sur tous les plans. On gagne petit à petit, c'est la théorie des petits pas un peu. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour chaque projet, il y a une composante énergétique qui doit être étudiée à la base. Nous, on a eu la chance, donc, comme je vous dis, d'avoir un corps managérial qui ont un ADN, qui ont vraiment des valeurs écologiques qui nous poussent à aller dans cette direction-là. Enfin, moi-même, je le suis vraiment, c'est vraiment très important pour moi. Après, on a aussi structuré la démarche. En 2015, on était déjà ISO 9001, 18001, 14001. On a passé le cap en 2015 de passer 50001 pour vraiment structurer la démarche, nous imposer d'avoir une structure dans ces démarches de réduction en termes d'efficacité énergétique. Voilà.
Très bien. Alors on va voir, on reviendra après sur Ouais, vos on- slides. Il y en a qui sont intéressantes sur celle-ci, par exemple, les déchets plastiques. Je veux continuer le tour de table avec vous, Luc Ronfard. Vous êtes le fondateur et gérant de la biscuiterie Loubio. Alors vous, on l'évoquait tout à l'heure avec Anne Guérin, c'est une volonté, c'est dans votre nature. Vous êtes dit, quand vous avez commencé l'activité, vous étiez déjà green dans la tête, quoi. Oui, complètement, complètement. D'accord. Bon, vous parliez d'ADN, moi c'est dans mon ADN, c'est clair. Donc j'ai monté l'entreprise en fait, on a été opérationnel, j'allais dire, en avril 2007. Ok. Et donc on a monté l'entreprise à Manosque. Et dès le départ, je vais vous dire, c'était un choix de vie. C'était pas, je ne l'ai pas monté parce que c'était le meilleur endroit pour la monter. Je pense que c'était un des pires endroits. Mais je l'ai fait parce que c'était un choix de vie. Et je crois que c'est important aussi, ça. C'est que les choses évoluent aujourd'hui. Et à la fois, il y a le boulot qui est très important, mais il y a aussi le fait d'être bien. Oui. Bien dans sa peau, etc. Le Covid nous l'a rappelé. C'est un petit message que je fais au passage. Donc on a monté cette entreprise sur des bases qui étaient 100% bio, donc que du bio dans l'entreprise, avec une usine que dès le départ, donc nous on a eu la chance de partir de zéro avec mon épouse, donc on a créé une usine BBC, donc basse consommation, avec un toit végétal, avec du photovoltaïque, avec des pompes à chaleur, avec bon. Voilà, on a été très au bout, j'allais dire, du raisonnement. Et puis on a commencé l'aventure. Et puis bon, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Il y a une trentaine de personnes dans l'entreprise, donc c'est pas C'est mal. une belle réussite, voilà, mais très on est bien. content. Ouais, ouais. Voilà. Et parmi les points, un point sans doute important, je ne sais pas si j'ai l'évoque maintenant, parce que je vois qu'il y a des photos bucoliques. Et c'est Voilà, mais voilà. vous parliez de cadre de vie, là on comprend, c'est pas mal. Ah, c'est sympa, oui, je vous le conseille. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, on a monté un circuit court entre les agriculteurs, Ouais. le meunier qui transforme la farine en farine et nous-mêmes, la biscuiterie. Donc, on a choisi des agriculteurs avec le meunier. Ensuite, comme c'est un ami à moi, on a réservé des silos dans lesquels les agriculteurs livrent leurs céréales. Et ensuite, ces céréales sont travaillées par le meunier qui nous livre la farine dont on est sûr, elle est parfaitement tracée, qu'elle provient de ces agriculteurs. Et donc pour bien finir ce circuit court, pour le rendre encore plus vertueux, on a calculé notre bilan carbone. Et ce bilan carbone, on le compense tous les ans en mettant de l'agroforesterie en fait, chez nos agriculteurs. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais, j'aime pas trop les termes anglais, mais c'est l'insetting, c'est-à-dire que dans le circuit court, on englobe la compensation de son bilan carbone. De ce qu'on peut faire avec son bilan carbone. Là, on voyait tout à l'heure dans la photo de l'équipe, voilà, ça a l'air de bien se passer. Vous confirmez que quand on est dans cette démarche-là depuis le début et que c'est une préoccupation un peu quotidienne, ça devient un formidable moteur et un élément fédérateur pour l'équipe. Absolument. Alors, je suis complètement d'accord avec votre... ça a été un élément très fédérateur, mais je pense qu'il faut en même temps appliquer un style de gouvernance, oui, si vous voulez, qui soit plus par projet que pyramidal. Bon, c'est évident, mais je pense qu'avec la nouvelle génération, c'est encore plus important. Voilà. Tout à fait. Parce que c'est une préoccupation aujourd'hui, même j'imagine chez vous, chez AkzoNobel, vous devez avoir une préoccupation, vous êtes vous-même représentant d'une jeune génération qui est assez motivée et qui est impliquée dans, dans le sens qu'on peut trouver au travail à travers des valeurs environnementales. Non ? Tout à fait. Alors, on va continuer, on reviendra après sur vos photos parce que presque ça donne faim, c'est l'heure de goûter, là, mais on va voir. Mince, alors attendez, hop, je reviens. Alors, est-ce que vous voulez qu'on lance en régie? Est-ce que Sylvain nous lancerait en régie le petit clip que vous avez amené ou les photos? Comme ça, on pourra évoquer ce cas concret de collaboration entre tous les deux, entre Ségula Technologies et le CETIM. Vous allez nous en parler. On lance les images? Ouais, vous pouvez y aller, ouais. Ça peut être pas mal. On va commencer de toute façon en présentant le site. Bon, alors, en attendant, Sylvain se cale. Sylvain, est-ce que tu peux nous envoyer en régie le clip qu'on avait tout à l'heure avec Ségula Technologies? Et pendant ce temps-là, je vous donne la parole, Muriel Macquenehan. Vous êtes donc responsable R&D transition énergétique et environnement au CETIM. Et vous avez donc développé ce projet Remora. Tout à fait. Donc,
j'ai la main dessus, vous me dites d'avancer. Non, Alors bah, par contre, Sylvain, on n'a pas de retour sur l'écran là-haut. Voilà, c'est parfait. On a Thibaut, Pour l'instant, on peut rester sur la page de présentation parce que Muriel la a page de quelques mots à présentation, dire. celui-là. Ça marche. Expliquez-nous alors ce projet. alors en fait, je vais commencer par présenter le CETIM et nos activités. Pour bien introduire le projet, donc le CETIM, c'est le Centre technique des industries mécaniques. Et nous sommes missionnés par l'État et notre fédération de tutelle, la FIM, pour deux principales missions qui sont accompagner les industriels vers, d'une part, l'industrie du futur. On en a des beaux exemples ici et il y a aussi beaucoup de présentations au programme. Et également vers la transition énergétique et environnementale. Comment on accompagne les entreprises par plusieurs... il y a plusieurs leviers. Donc, l'ADEME nous en a présenté un qui est l'accompagnement des projets de R&D. Donc, le projet REMERA en fait partie. Des accompagnements régionaux également avec nos partenaires en région. Et puis, toutes les initiatives du plan de relance sur les thématiques de l'industrie du futur. Pourquoi sommes-nous missionnés là-dessus? Parce que tout bêtement, il y a de la mécanique partout. Là, on parle beaucoup de l'industrie, mais en fait, la mécanique est présente partout dans la société. Donc, si on veut développer les ENR, il nous faut des roulements pour les éoliennes, par exemple. Et on verra avec le projet de Ségula dans quelle mesure les EMR sont adressés. Si vous voulez décarboner l'aviation, il faut alléger les avions, donc nous sommes là-dessus également. Sur tout ce qui est technologie de l'immobilité, il faut de la mécanique. Et puis, sur le plan industriel, bien sûr, il y a l'efficacité énergétique, on l'a rappelé. Donc, nous avons un partenariat avec Alice, l'Alliance pour l'efficacité énergétique. Et puis, côté industriel, mécanicien, développer les technologies propres de décarbonation, de réduction des effluents. Et voilà, Madame Padilla l'a dit tout à l'heure, réduire les intrants, réduire les effluents, etc. Et ça, c'est des procédés. On l'a vu au travers des deux exemples, Axo et Loubio. Il y a de la mécanique surtout en sous-tâche. Voilà. Donc, pour accompagner les industriels, on peut les aider sur les technos supports. Et c'est pour cela que Ségula nous a démarché. Très bien. Et donc, David Guillaumard, donc, vous, chez Ségula Technologies, vous aviez une préoccupation sur le stockage de l'énergie en mer, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est vrai que Ségula est surtout connu en tant que groupe d'ingénierie. En fait, on fait des études pour des clients, mais il se trouve qu'aussi, on fait des études en interne sur nos propres projets, sur des préoccupations qui sont un peu en avance de phase par rapport aux préoccupations de l'industrie actuelle de nos clients. Et notamment sur le stockage d'énergie, on avait anticipé, alors qu'on a lancé ce projet, c'était en 2013, on parlait surtout de production d'énergie plus que de stockage d'énergie. Mais aujourd'hui, on sait que c'est à la mode parce que on parle beaucoup des batteries, de l'hydrogène, qui sont des technologies intéressantes, mais qui posent aussi des limites, que ce soit en termes de sûreté, sécurité, d'épuisement des ressources ou d'émissions de CO2 pour certaines technologies. Et donc nous, on voulait travailler sur une technologie qui vise justement à résoudre une bonne partie de ces enjeux-là. Et donc on a commencé à travailler sur ce concept de stockage d'énergie en mer par air comprimé. Alors c'est un concept un peu on va dire original, et en général ces concepts originaux chez nous ils commencent souvent par une personne qui a une idée. Donc là typiquement sur ce projet-là, c'était Thibaut Neu qui était à l'époque un jeune ingénieur nouvellement diplômé chez nous qui a eu une idée, qui est venu nous voir avec une idée sur un projet de stockage d'énergie par air comprimé, et donc avec son idée de faire de l'air comprimé pour stocker l'électricité et de le faire en utilisant de l'eau, donc de comprimer de l'air avec de l'eau. Donc ça, c'était très original et on l'a lancé sur ce projet-là parce qu'on y croyait. Pour la petite histoire, elle a fait son doctorat, elle est devenue chef de projet D'accord. On peut faire carrière chez nous là-dessus. Et du coup, il est venu avec cette idée-là. Donc l'idée, elle est très simple. Je vais en parler après. Donc vraiment pour que les gens comprennent la base, on va dire, du projet. L'idée, c'est vraiment de stocker l'énergie électrique sous forme d'air comprimé. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'électricité pour pomper de l'eau. Et en fait, on va pomper de l'eau dans des chambres de compression. En gros, c'est des cylindres qui sont pleins d'air. Et à mesure que le niveau d'eau monte, ça comprime l'air. Et une fois qu'on a atteint la pression qui nous intéresse, on envoie cet air dans des réservoirs sous-marins où il sera stocké pour la durée dont on a besoin. Et puis quand on a besoin d'électricité sur le réseau, on récupère cet air comprimé, on le détend.
Et une fois qu'on le détend, ça pousse l'eau dans les chambres de compression qui sont devenues... Dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Ça pousse l'eau au travers du circuit hydraulique. Et donc, on turbine l'eau qui va générer de l'électricité de nouveau. Je ne l'aurais pas construit comme ça, mais, non, mais si vous le dites, si ça marche, c'est fabuleux. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas très compliqué, mais ça n'avait jamais été fait. Donc, on a breveté ce concept en 2015. En fait, à la suite des travaux justement dont j'ai parlé avec Thibaut, qui faisait son doctorat à ce moment-là là-dessus. Et puis, on a décidé de creuser ce concept-là et de réfléchir à une solution industrielle. Donc, la solution industrielle, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est vraiment d'avoir un système de stockage d'énergie qui est situé en mer, parce qu'on a je pourrais revenir dessus, mais il y a plein d'intérêts, on va dire, pratiques à faire le système en mer, que ce soit pour la place, le rendement, le fonctionnement du procédé. Et l'idée, c'est vraiment quand on a trop d'électricité sur le réseau, on le transforme en air comprimé. Et puis, quand on a besoin d'électricité sur le réseau, on détend cet air comprimé et on reproduit l'électricité qui est renvoyée sur le réseau. Et donc ce système-là, c'est celui sur lequel on travaille depuis 2015 à peu près. Mais sauf qu'on avait besoin de vérifier que ça marche en fait. Et donc la première étape, ça a été déjà de vérifier que la science nous prouvait que ça marchait. Donc on a fait au départ de la recherche assez fondamentale pour expliquer comment marchait le procédé. Donc on a travaillé avec l'école des mines à Nantes sur ce sujet-là. Et puis en 2016, on avait notre premier banc d'essai qui prouvait que cette technologie pouvait avoir un potentiel. Donc on avait une preuve expérimentale qui permettait de montrer ça, sauf que ce n'est pas suffisant d'avoir un banc d'essai qui peut montrer que ça pourrait être un produit. Et donc on a réfléchi à faire un prototype, sauf qu'un prototype, on est Ségula, on est un groupe d'ingénierie. Et donc on fait des études et on fait ni de la réalisation ni de la recherche fondamentale. Et c'est là que le CETIM arrive. C'est ça, parce qu'on travaillait déjà avec certains laboratoires, donc l'IMT Atlantique, c'est le nouveau nom de l'école des mines, et puis l'Université de Nantes, sur des problématiques thermiques ou électriques, mais on avait besoin de quelqu'un qui sache faire de la réalisation expérimentale, surtout sur la partie hydraulique. Et coup de chance, le CETIM à Nantes est spécialisé dans les circuits hydrauliques et la mécanique des fluides. C'est là que vous avez pris le relais, alors Muriel, dans ce projet, vous êtes arrivé pour faire le prototypage. Exactement. Voilà. Que la mécanique des fluides fait partie de la mécanique, bien sûr, avec les équipements fluidiques, et qu'on a cette compétence au CETIM. Et donc, dans un partenariat avec l'ADEME, le projet est quasiment abouti. Et du coup, on en est là aujourd'hui, on en est dans cette phase de prototypage, et après, il y a un passage à l'échelle ou pas? Justement, en fait, donc on a monté ce consortium, et puis il se trouve qu'on a trouvé à ce moment-là un appel à projet qui était cofinancé par l'ADEME, qui justement visait à encourager des solutions de décarbonation sur le stockage. Et donc du coup, on a fait un premier prototype. Donc j'ai quelques images après pour montrer ça. Donc c'était en 2019, on a commencé l'assemblage de ce système-là. Donc ça, c'est dans l'enceinte du CETIM à Nantes. On était encore en plein assemblage du système. Donc c'est un système avec ces colonnes qui sont ces fameuses chambres de compression où il y a l'eau qui monte et qui comprime l'air. Et ça, c'est le prototype alors? Ouais. Okay. C'est vrai qu'il faut quand même quelqu'un qui s'y connaît. Oui, c'est ça. On n'allait pas bricoler ça dans notre coin. Et donc, du coup, on a travaillé dessus. Et donc c'est un système aujourd'hui. Alors, je pense sur l'image suivante, on doit peut-être voir un petit peu mieux. Voilà. Donc, à droite, on voit un petit cube blanc. C'est la réserve d'eau du système. Au milieu, on a tout le système hydraulique et puis les chambres de compression qui sont là pour comprimer l'air. Et à gauche, on a notre petite réserve d'air comprimé qui est là pour simuler un peu le réservoir tel qu'on l'imagine en mer. C'est un enjeu crucial, le stockage de l'énergie. Aujourd'hui, on parle de l'éolien. On parlait de l'hydrogène tout à l'heure avec Anne Guérin. Il y a des programmes régionaux qui sont faits autour de l'hydrogène. Peut-être même, Sylvie aussi, vous pourrez répondre à ça. L'énergie, c'est central aujourd'hui dans la démarche Alors, je laisserai l'ADEME dire ce qu'il porte à l'échelle nationale, mais en tout cas, il me semble qu'il y a plusieurs territoires. Alors, en particulier... le territoire de la métropole de Lyon qui a la chance d'avoir des acteurs du type la CNR, donc la Compagnie nationale du Rhône, qui a monté un consortium qui s'appelle Lyon-Rhône H2V. L'hydroélectricité, voilà, là, on est dessus. Pour de l'hydrogène vert, parce qu'en fait, le sujet de l'hydrogène, il est intéressant que s'il est vert, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Surtout quand on a la ressource en eau à côté. Donc, en tout cas, sur notre territoire, il y a un consortium d'acteurs qui s'organisent pour produire et donc, de fait, aussi utiliser, parce que le sujet, c'est comment rendre compétitif l'hydrogène vert et avoir sur un territoire très intense en usage, ce qui est le cas de la vallée de la Chimie. On a énormément d'industriels qui ont besoin d'une source d'énergie décarbonée, les mettre autour de la table pour pouvoir acheter cet hydrogène vert qui est largement soutenu, enfin en tout cas les démarches sont largement soutenues via l'ADEME par les nombreux guichets et fonds de relance.
Oui, merci. Pour compléter, c'est clair que l'hydrogène, alors on en parle beaucoup. Il y a un sujet du bon hydrogène au bon endroit. Donc, comme vous le disiez, il faut que l'hydrogène il soit décarboné. Sinon, on sait faire de l'hydrogène à partir de gaz naturel, mais ce n'est pas la question. Donc, l'hydrogène est une solution parmi d'autres dans la transition énergétique. Donc, il faut, je dirais, éviter l'effet un peu Shadok. On prend l'électricité, on fait l'hydrogène, puis on refait autre chose. Donc, parce que là, il y a un problème quand même je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle de rendement énergétique. Donc, voilà, l'énergie est rare, donc il faut vraiment la préserver. Donc, l'hydrogène aussi. Donc il y a tout ce sujet d'utiliser l'hydrogène au bon moment, notamment pour des questions d'intermittence ou d'autres actions. Il y a le sujet de verdir l'hydrogène déjà utilisé, de le rendre décarboné. Et il y a le sujet de nouveaux usages de l'hydrogène, et notamment en industrie, où on voit par exemple en sidérurgie, il y a des sujets d'utiliser l'hydrogène comme agent réducteur à la place du coke. Donc on a vraiment une pléthore d'usages de l'hydrogène. Il faut savoir comment l'hydrogène est fabriqué et à quoi il va servir pour remplacer quoi. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de la stratégie hydrogène. Et dans ce cadre-là, les pouvoirs publics ont mis en place différents outils. Donc il y a des outils de soutien à l'innovation, à des briques technologiques, à des gros projets de démonstrateurs que l'ADEME pilote met sur la table finalement ces appels à projets, comme vous avez pu vous en bénéficier sur la question du stockage. Et il y a également un autre appel à projet qui s'appelle Écosystème, où là, l'idée, c'est aussi de favoriser les usages. C'est-à-dire de se dire, si on veut que l'offre se développe, et donc la question d'avoir un hydrogène compétitif, il faut qu'il y ait des utilisateurs. Et là, on essaye de mutualiser les usages à l'échelle des territoires, c'est-à-dire que notre appel à projet focalise à la fois sur les usages en mobilité, parce que c'est quand même un des premiers... La voiture à hydrogène. Voilà, pour l'hydrogène, notamment la mobilité lourde ou les flottes captives. Mais on essaie de regarder aussi, est-ce que, tant qu'à mettre un électrolyseur qui va faire de la mobilité hydrogène, pourquoi il n'y aurait pas un industriel qui, lui, pourrait pas bénéficier également de ça? Donc on est dans des écosystèmes territoriaux. Je pense que c'est un très bon exemple justement de synergie entre industriels, collectivités, qui montre, voilà, on se pose la question et tant qu'à investir, voilà, on regarde s'il n'y a pas d'autres acteurs qui peuvent en bénéficier. Ça fait des effets d'échelle, ça fait des appels d'air pour les industriels qui, eux, fournissent les électrolyseurs, fournissent l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà, donc on est vraiment sur des sujets très structurants à l'échelle des territoires et qui associent l'industrie et le reste du territoire. Et comme on le voit, on l'a évoqué tout à l'heure avec Jonathan, mais aussi Luc, vous pouvez nous confirmer ça, on est sur des investissements qui sont rentables, mais quand même à long terme. Enfin, ça prend un peu de temps. Vous qui avez eu cette démarche dans la construction des bâtiments, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'être dans quelque chose de très vertueux dès le départ, vous êtes dit, bon, tiens, ça va me coûter un petit peu plus cher en construction, on va investir un peu là-dedans. De façon très concrète, là, pour ceux qui nous écoutent, un bâtiment que vous avez construit, vous êtes arrivé à on va dire, une optimisation, un amortissement sur combien d'années, par exemple? Alors, nous, donc, on a un bâtiment en bois avec un toit végétal, avec donc du photovoltaïque. On a des pompes à chaleur. Mais j'allais dire, la première chose qu'il faut faire, s'il y a des gens qui veulent construire des bâtiments, c'est surtout qu'ils soient très bien isolés. C'est la première qualité, en fait. Derrière, faire du photovoltaïque, etc., c'est très bien, mais déjà, il faut que le bâtiment soit superbement bien isolé. Et donc, très honnêtement, pour avoir vécu dedans, c'est un vrai plaisir, quoi. Je veux dire, l'été, à Manos, qui peut faire 35 degrés facile. À l'intérieur, on n'est pas de clim. On a un plancher donc chauffant qui restitue le froid en été et une pompe à chaleur réversible. Donc voilà, c'est la pompe à chaleur qui donne ça. C'est hyper agréable. On est à 23, 24. On est super bien, honnêtement. Et moi, je l'ai senti au niveau du travail des gens. Honnêtement. Hein. Oui, oui. Les gens étaient dans une atmosphère qui était très positive, extrêmement positive. Et du coup, ça, alors, au niveau du prix, il y a une question d'échelle. Enfin non, mais c'était pas forcément le prix, mais c'était sur l'échelle de temps pour l'amortissement, pour l'investissement. C'est des démarches un petit peu longues quelque part. Oui. Bon, je dirais que oui. Enfin bon, donc sur le photovoltaïque, effectivement, maintenant qu'on bénéficie, enfin. À l'époque, on avait des aides énormes, donc ça allait très très vite. En 4-5 ans, honnêtement, il y avait un coût à jouer énorme sur le photovoltaïque. Maintenant, c'est un peu moins vrai. Mais je dirais 4-5 ans sur le photovoltaïque. Sur le reste, moi, j'évalue ça aux alentours de 8-10 ans. Quoi. Oui. Bon, ce qui est à l'échelle de l'entreprise. Enfin, je veux dire, quand on crée un bâtiment, c'est pour y rester au minimum 15 ans. Enfin, bien sûr.
Et puis, c'est une valeur aussi intrinsèque du bâtiment. Comme vous le dites, il y a une qualité de vie à l'intérieur. Vous pensez que c'est une installation, tout ce que vous avez pensé, conçu, on peut le dupliquer à grande échelle. Là, vous évoquiez une entreprise, vous êtes une quarantaine, ce qui est beau. Est-ce qu'on peut imaginer sur des entreprises 2000 personnes d'avoir 2000, 3000 personnes? C'est tout de suite un peu plus dur, j'imagine. Oui, je pense que forcément, ça multiplie un peu les problèmes. Néanmoins, c'est un peu une volonté du dirigeant. C'est ce que disait tout à l'heure monsieur. Si le dirigeant est vraiment convaincu qu'il faut aller dans ce sens-là, etc., tout est possible, à vrai dire. Tout est possible. C'est plus facile, c'est vrai, quand on est sur des échelles plus petites, où nous nous situons, entreprise familiale, on avait besoin, on a quoi? On a 4000 mètres carrés. C'est pas mal, mais c'est pas immense, quoi. Ouais. Donc ça, c'est plus facile à faire. Le toit végétal, je sais pas, je pensais comment il n'y a pas de toit végétal, mais Jonathan, comment vous avez au-delà des chaînes de production, est-ce que vous avez eu sur l'aménagement un peu des bâtiments, est-ce que ça a débordé après? Vous étiez vraiment sur quelque chose de très pragmatique sur la production? Et est-ce que petit à petit vous avez élargi? On s'est vraiment élargi. On est en plein projet pour un projet de panneaux photovoltaïques. Alors comme vous le disiez, ça n'a plus du tout les mêmes subventions qu'avant. Mais voilà, ça a progressé. En termes de techno, ils ont progressé. Oui, non, mais évidemment, après, voilà, on a un grand groupe. S'il n'y a pas un payback en 8-10 ans, c'est compliqué sur ce type de technologie. Nous, pourtant on a 6000 mètres carrés, donc ça pourrait être quelque chose qui est vraiment intéressant. Après, voilà, nous, on n'a pas fait uniquement le process. On a évidemment monitoré tout ce qui était clim, tout ce qui était chauffage dans les bâtiments. On a installé des bornes électriques sur notre petit parking. Voilà, c'est quelque chose qui est tout nouveau aussi. On a des collaborateurs qui viennent maintenant en voiture électrique. Donc, c'est pas uniquement focalisé sur la partie pure process. Très bien. Oui, non, juste un point sur le photovoltaïque. Il y a une époque, on était obligé de revendre l'énergie à EDF. Oui. Et c'est comme ça, du reste, qu'EDF l'a racheté très cher. Et ça rendait l'opération très intéressante. Maintenant, je trouve que c'est mieux sur le plan du principe, c'est qu'on autoconsomme ce qu'on produit. C'est-à-dire qu'on produit l'électricité, on la consomme. Si jamais on en consomme pas assez par rapport à ce qu'on produit, on le revend à EDF, ça c'est une chose. Mais vous voyez, le principe est excellent, tout à fait. je trouve. C'est surtout pour diminuer sa facture à soi. Absolument. Voilà, absolument. qu'avant c'était dans une logique de revente. Ça oblige à réfléchir sur comment consommer moins, quelque part. Exactement, parce qu'on se dit, si je suis dans le ratio, ben voilà, je dépense rien et terminé, quoi. Voilà. Au niveau, quand on parle des énergies renouvelables et de ce qu'on évoque là, c'est en croissance, ça, les entreprises qui... vous avez peut-être une vue là-dessus, Sylvie? Alors, c'est vrai que sur la question des énergies renouvelables, déjà, il y a beaucoup de choses. Il y a les énergies renouvelables électriques, vous en parliez. Donc là, c'est plutôt finalement une problématique de... je dirais, ça n'a... Là, ça va être de la chaleur humaine, on va partager la petite version anglaise et après c'est fini, on reprend le commun. Comment? Le rendez-vous est pris pour la bodega. Alors donc je disais sur la partie, je dirais électricité renouvelable, là c'est vrai qu'on est moins dans une question de process. On est plus sur avoir un intrant le plus décarboné possible. Dès lors qu'on parle d'énergie renouvelable thermique, là on touche plus au process. Donc c'est vrai que des industriels qui ont besoin de vapeur vont plutôt s'orienter vers la biomasse sous réserve qu'il y ait des ressources sur leur territoire, parce que voilà, il y a aussi un sujet de partage de la ressource, de la ressource biomasse. On peut avoir un agroalimentaire beaucoup plus d'usage en termes avec du solaire thermique par exemple, parce que là on a besoin d'eau chaude finalement pour nettoyer et ça suffit, mais ça dépend aussi de la localisation. Donc le sujet des énergies renouvelables en industrie, il est quand même très très corrélé aux besoins, aux usages, au niveau de température. Est-ce que c'est des process intermittents, batch, ou est-ce que c'est du continu? Donc il y a une vraie ingénierie de process liée à l'intégration des ENR dans l'industrie. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas si développé que ça par rapport à d'autres secteurs, mais
pour nous, ce qui est important, c'est que si ça rentre dans le package global où on associe l'efficacité énergétique, la décarbonation justement de ce mix énergétique, les procédés, là, on peut avoir une vision globale. Alors après, il faut, comme vous disiez, il faut la cranter. C'est-à-dire d'abord, on essaie de consommer moins et après, on consomme décarboné, finalement. Donc, il y a toute une logique, mais l'important, c'est d'avoir le panel de solutions. Un panel de solutions. C'est tout à fait ça, c'est un assemblage de plein de choses et là-dedans il faut beaucoup embarquer les gens, motiver les gens. Vous, ça a été un facteur d'attractivité, on va dire. On parle beaucoup de l'attractivité aujourd'hui dans l'industrie. Oui. C'est une porte d'entrée peut-être, je ne sais Oui. pas, vous me confirmerez ça peut-être Emeline après. Oui, sur l'attractivité, moi maintenant je viens de céder l'entreprise à mes enfants. Donc, voilà. D'accord, bon, ils vont prolonger de il y a 3 bonne mois, façon. ils prolongent totalement ce qu'on a fait. Par contre, sur l'attractivité, je dois dire que ce n'est pas immédiat. C'est-à-dire que là, ils ont reconstitué une équipe de cadres. Il y a 6 ou 7 cadres dans l'entreprise. Et là, donc une partie a été embauchée très récemment. Et là, je pense que la vision de l'entreprise qu'expriment les dirigeants a vraiment été très très favorable à l'embauche. Parce que, je pense que dans l'agglomération lyonnaise, on n'a aucun problème à faire venir un cadre de Paris, de Toulouse ou de Marseille. Clair, nous, ouais. à Manosque, c'est plus compliqué. Donc, oui, honnêtement, je pense que ça a été très favorable. Ouais. Il faut avoir, comme vous disiez tout à l'heure, un projet de vie. On peut intégrer ça. Il y a ce côté projet de vie aujourd'hui que le Covid a peut-être un peu réactivé. Il y a des gens qui se disent tout d'un coup, c'est quoi mon projet de vie? Si je suis enfermé dans 20 mètres carrés, je ne peux pas sortir. Tiens, je peux aller... Oui. Ou alors si je travaille dans un sens qui n'est pas un sens positif, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est clair. Tout à fait. David, vous, vous travaillez avec la mer, vous travaillez avec les éléments. C'est une préoccupation aussi personnelle, cette réflexion aujourd'hui sur l'environnement, sur l'impact qu'on a. J'imagine la mer, c'est une grande question aujourd'hui. On parle beaucoup des territoires, mais la mer est aussi un territoire extraordinaire qu'il faut préserver. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai parlé de ce projet-là, c'était un choix dès le départ de le faire en mer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des technologies, qui marchent bien à terre et puis qui décident de les mettre en mer. Et on se rend compte que la mer, c'est un milieu qui doit être respecté et qu'on ne peut pas y aller comme ça. Donc nous, vraiment, dès le départ, l'idée, c'était vraiment de le mettre en mer. Et donc, on a développé toute la technologie. On a fait beaucoup de choix technologiques qui étaient vraiment orientés vers ce milieu-là. Et l'idée, c'était, vu qu'on va être en mer, d'être le plus propre possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai présenté un procédé qui utilise de l'air, de l'eau. Il n'y a pas de transformation chimique, pas de pollution, il n'y a pas d'altération de ces éléments. C'est extrêmement important pour que simplement les gens qui travaillent sur le projet y trouvent un sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un projet qui attire beaucoup de gens parce qu'en plus, il y a pas mal de communication et on se rend compte que c'est dans l'air du temps et que ça rentre dans la conscience des gens, que ce sont des enjeux qui ne sont pas anecdotiques du tout, quoi. Et donc aujourd'hui, on a développé ça. Et alors aujourd'hui, on a une preuve que ça marche à terre, mais maintenant, on veut la mettre en mer, à la solution. Et l'année dernière, en fait, on a remporté un appel à projet qui est organisé par le SEMREV et les gestionnaires de réseau. Donc, je crois que c'était sur la présentation, j'avais juste une petite image à la fin. Donc ça, c'est le site du SEMREV qui est à Nantes. Enfin, qui est à Nantes, qui est au large de Nantes, au Croisic, pour ceux qui connaissent, et qui est voué à tester les énergies marines en général, et justement où il y a pas mal d'essais de technologies nouvelles qui utilisent la mer. Et donc l'idée, ce serait d'implanter la technologie pour justement stocker la production renouvelable. Il y a la première éolienne flottante en France qui est installée à cet endroit-là. Et pour ça, on est en train de monter un consortium. Et comme on disait, ça prend du temps tout ça, parce qu'on parle d'un projet qui a été lancé en 2013. On est en train de monter un consortium avec tout un tas d'acteurs qui auraient vocation soit à le fabriquer, soit à l'exploiter, la technologie. Et l'idée, c'est quand même de mettre quelque chose en 2023 à l'eau. C'était la dernière image que j'avais de cette présentation. C'était à quoi ça ressemblerait une fois à l'eau.
Et bon, c'est en 2023, donc 10 ans plus tard, 10 ans après l'idée sur la feuille blanche, on aurait le système qui serait à l'eau au large du Croisic et qui permettrait de stocker l'énergie électrique issue du renouvelable. Donc on comprend que, surtout quand on part vraiment d'aussi haut, d'aussi amont dans le développement d'une technologie, ça prend du temps, surtout quand on veut vraiment aller sur un projet très respectueux de l'environnement, qui veut à tout prix faire bien, on va dire à tous les niveaux, ça demande plus de temps que si on repart sur des méthodes usuelles, quoi. C'est plus vertueux, c'est plus durable, et puis on l'a vu à maintes reprises là, dans les tables rondes, il faut dès le départ essayer d'envisager tout l'écosystème, les produits qu'on va utiliser. Il faut aller très loin dans la réflexion, on n'est pas seulement en train de faire une solution technologique et puis on est arrivé. Non, c'est vraiment tout un cycle. Ce qui est intéressant dans ce projet, peut-être Muriel, vous pouvez nous rappeler ça, ça a été cette imbrication de... Alors il y a le C-Team pour le prototypage, vous, il y a l'idée qui naît dans une société, vous avez impliqué une école, derrière le C-Team qui vient faire le prototypage, il y a l'ADEME qui arrive derrière pour renforcer encore. C'est vraiment une collaboration, une chaîne assez vertueuse. Ça s'est passé comme ça dans le... Complètement, oui. Et puis on a d'autres exemples dans le même type. Donc là, on arrive sur une TRL 7-8 à peu près du proto. Voilà. Donc toute la maturation, elle prend beaucoup de temps. Et à titre d'exemple, on a maintenant des technos qui sont matures depuis 5-6 ans, pour lesquels le C-Team a travaillé pendant 20 ans. Donc je parle de l'éco-conception, par exemple, qui vous a été présentée ce matin. Qui a démarré par une thèse, financement ADEME, il y a 20 ans avec l'ENSAM de Chambéry. Et donc tous ces sujets-là, toutes ces technos-là prennent du temps. On est là pour accompagner donc, les porteurs d'idées initiales, ceux qui acquièrent la technologie en cours de route, et ensuite on la déploie. Donc on est également... on est là pas pour évangéliser, on n'est plus dans l'évangélisation, on est vraiment là pour implanter ces technos dans l'industrie, donc que ce soit de l'éco-conception, de l'efficacité énergétique, etc. Il y a eu des années de développement. Le C-Team existe depuis plus de 50 ans, près de 60. Et donc, toutes les technos qui ont été évoquées aujourd'hui ont leur maturité et sont en perpétuelle amélioration également. Excellent. Jonathan, je voulais dire, en termes d'accompagnement, on le voit, c'est pour un industriel ou pour une entreprise, se dire, tiens, on va rentrer dans un... Soit on l'a depuis le départ, comme vous, donc ça c'était bien parce que vous avez construit votre business model avec cette énergie-là, cette envie-là dès le début, et vous avez été aidé par le bio aussi, l'alimentaire, vous étiez déjà dans... Il y avait cette réflexion-là. On se dit qu'un industriel qui a cette envie-là, par quelle boule prendre? Faire le bilan carbone de la boîte. Il y a plein de portes d'entrée en fait. On peut réfléchir à la production, au bâtiment, à tout. Comment ça s'est passé concrètement chez AkzoNobel? Nous, c'est vrai qu'à Akzo, on a toujours été placés un peu comme les leaders. Donc on était très contents, on se gargarisait un petit peu des résultats. C'est dans l'ADN de la boîte déjà. Voilà, c'était dans l'ADN. Mais par contre, on avait complètement nos œillères. C'est-à-dire qu'on ne regardait pas du tout ce qui se passait ailleurs. Et moi, j'étais persuadé qu'on pouvait vraiment progresser. Donc... moi, entre autres, j'ai une lecture qui est Énergie Plus, qui est éditée par la T2E. Et dans ce magazine-là, il y avait de la publicité sur la formation Pro-Réfi. Et donc là, moi, j'ai pu, en 2 ans, faire 2 formations subventionnées par la T2E, supportées par l'ADEME. Donc la formation Pro-Réfi et la formation Invest, qui nous a vraiment beaucoup épaulés sur l'aide à la subvention des projets. Et je prends particulièrement... la formation Pro-Réfi qui est donc pilotée par la T2E qui, hormis évidemment une formation technique, vous permet aussi d'intégrer un réseau de référents énergie qui est vraiment, moi c'est ce qui m'intéressait. Je prends une boîte qui est à Arpajon qui s'appelle Kristen, que je connaissais pas, qui n'a rien à voir avec le milieu de la chimie dans lequel je suis. Maintenant on est en contact grâce au réseau énergie et en fait ça évite de réinventer la roue. Et nous, dans cette formation pour RFI, il y a toute une partie tutorat. Et donc, on a un expert qui est venu chez nous. Il y avait une grille de maturité. Donc, on était très contents de montrer tout ce qu'on faisait de bien. Et en fait, il nous a pointé le doigt sur la communication. Oui, on ne communique pas. C'est vrai que moi, tous les projets que j'ai pu faire depuis 10 ans, on a tout automatisé pour que le comportement humain, il n'ait pas trop d'enjeux là-dessus. Pour dire que voilà, on veut vraiment pousser à fond. Mais on s'est rendu compte qu'on ne communiquait pas. On s'est rendu compte qu'on n'impliquait pas complètement les gens jusqu'à l'intérimaire qui arrive juste pour 2 semaines. Donc on a
créé un grand plan de communication. Nous, on a la chance d'avoir une trentaine d'écrans géants, un peu comme ça, à travers tout le site, où on fait énormément de communication sur nos indicateurs de performance de production, sur la sécurité. Mais la partie maintenant énergie, elle est réelle depuis plus d'1 an grâce à cette formation ProRefi. Alors, j'avais mis des slides. En fait, chaque semaine, on met un thème énergie différent. Sylvain, on peut revenir sur les slides. C'est juste pour montrer en fait ce qui se passe, c'est que non, les slides d'avant, l'autre PowerPoint. Ouais, les slides. En fait, on fait un thème énergie qui est visible partout dans l'usine. Donc, c'est un thème qui reste pendant une trentaine de secondes à l'écran, qui revient toutes les 2 minutes et qui permet donc de communiquer sur la partie efficacité énergétique du site. Mais nous, ce qui est très très important, c'est aussi d'impliquer toutes les personnes dans la vie de tous les jours. Donc on fait beaucoup de thèmes à la maison, la prime vélo, acheter de l'énergie verte. Enfin, on essaie vraiment cet ADN du groupe, enfin de l'usine de Dourdan, la retranscrire à tout le monde, que ce soit de l'intérimaire qui vient que pour 15 jours. On incorpore des data matrix dans les thèmes énergie pour que les jeunes ils puissent voir des choses. Donc voilà, je ne sais pas si on peut voir, mais on a fait quelques thèmes. Alors, hop, on va être là-dessus. Ouais, voilà, juste après, encore après. Donc ça, c'est un thème, on va dire, sur le relamping d'une partie de l'usine. Donc ça, c'est, on va dire, quelque chose qui concerne AkzoNobel, mais c'est peut-être moins impactant pour un intérimaire qui arrive, qu'AkzoNobel réduise ses coûts énergétiques. Franchement, lui, il s'en moque un petit peu. Par contre, si on parle, vous pouvez avancer 2 slides si vous voulez. Okay. Voilà, on parle de éco-responsable au travail. Et le slide d'après, voilà, on communique sur les déchets, voilà, déchets plastiques. Donc on essaie vraiment de sensibiliser tout l'ensemble du personnel. Et ça a été possible parce que j'ai pu faire une formation à l'extérieur, j'ai pu être accompagné et ça nous a ouvert un peu les yeux et ça a permis aussi de créer un réseau entre les différents référents énergie. Donc très intéressant. Et d'embarquer tous les collaborateurs. Il nous reste un tout petit 5 minutes, même pas d'ailleurs, on s'était dit oui 16h10, bon voilà, on est dans les dernières minutes. On se dit un petit mot de conclusion. Je sais Emeline que vous êtes attendue juste après. On va vous libérer. On se fait un petit mot de conclusion sur la thématique, c'était comment rendre l'industrie propre, son industrie propre. Je sais pas, est-ce que c'est des mots-clés, est-ce que c'est des valeurs, est-ce que c'est l'engagement du dirigeant? Pour vous, ça commence par quoi? On se fait un tour de table. Je dirais qu'effectivement, juste, je me permets d'intervenir, on parle d'industrie propre en ce moment, beaucoup, et on parle aussi beaucoup de RSE. Je pense que vous avez tous constaté dans la responsabilité sociétale des entreprises. Quelque part, je pense que dans la responsabilité sociétale des entreprises, il y a effectivement l'usine propre. Et ça fait partie de la mission du dirigeant. Donc, pour moi, c'est évident et ça va s'imposer. Ça s'impose de plus en plus et ça va s'imposer. Très bien, la mission du dirigeant. Sylvie, vous, ça serait quoi je dirais que ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on voit que dans les politiques publiques actuelles, c'est vraiment quelque chose qui est intégré. Alors, la décarbonation de l'industrie, mais plus globalement la transition écologique. Et on a pu évoquer pendant cette table ronde différents dispositifs, alors, qui sont pas mal portés par l'ADEME, c'est vrai, mais tout ce qui est aide à l'innovation, au développement de nouvelles offres, et là, les industriels ont leur mot à dire, puisque vous êtes des offreurs de solutions. On a également tout ce qui est autour de vous aider à prendre des décisions. Donc, on a un système qui s'appelle l'aide à la décision, quand on a besoin d'avoir un regard externe. Vous avez cité les formations, ProRefi Invest. Et ça, c'est très important parce qu'on essaye à la fois d'avoir... On ne peut pas dire aux industriels, allez-y, s'il n'y a pas la compétence en interne. Donc, il y a un vrai sujet qui est de la compétence sur le sujet en interne. ProRefi, c'est les référents énergie dans l'industrie. Invest, c'est son petit frère qui, lui, travaille avec les acteurs du financement. Donc, c'est bien d'avoir un référent énergie, mais si son directeur financier au-dessus, c'est pas son problème, on n'ira pas. C'est également, avec Invest, on forme les acteurs bancaires. Quand vous allez aller voir votre banquier pour dire, voilà, moi j'ai un projet qui coûte un peu plus cher, mais il est plus performant, s'il est un peu convaincu, ça va passer mieux. Donc on essaye de former tous les acteurs qui sont décisionnaires à un moment donné. Et puis ensuite, on a tout le soutien à l'investissement. Donc là, on a un peu parlé du fonds chaleur, la récupération de chaleur fatale. Il y avait les certificats d'économie d'énergie. Et surtout, depuis le plan de relance, il y a le fonds décarbonation industrie, qui est quand même 1,2 milliard sur 3 ans, qui trouve beaucoup d'écho auprès des industriels pour vraiment, si vous décidez d'investir dans votre outil industriel en mettant cette composante efficacité énergétique, carbone, mais actuellement, vous avez quand même des politiques publiques qui vous accompagnent et je dirais que c'est le moment de ne pas rater le coche. Excellent. Emeline Baume, donc... alors, moi, je commencerai en disant qu'il ne faut jamais oublier que chacune, on habite quelque part. C'est tout bête, hein ?
On habite quelque part, chacun, certains à Manosque, d'autres à Lyon 1er, par exemple, comme moi. On est tous tenus par les mêmes contraintes, les mêmes limites planétaires et le même besoin de sens. Donc là, je parle de l'habitabilité de la planète et de notre réalité d'homme avec un grand H. Et puis après, comme le disait la collègue de l'ADEME, après ça déroule, il se trouve qu'on est dans un moment où les politiques publiques, en tout cas, offrent des solutions, mais il faut que quand même chacun prenne conscience de l'habitabilité de la planète. Et donc, pour résumer ce que vient de dire la collègue de l'ADEME, localement, mais c'est le cas de la métropole de Lyon, mais je pense qu'il y a d'autres territoires en France qui font ça. Bref, nous, on a tout résumé là-dedans, tout ce qui existe pour accompagner, donc on l'a appelé les dispositifs d'accompagnement à la transition écologique, pour ne pas réinventer la roue. Et on entend très bien qu'un entrepreneur, une femme, un homme qui entreprend, il n'a pas que ça à faire, de sourcer tout ce qui existe en termes d'aide à l'investissement, d'aide au fonctionnement, d'accompagnement à la formation, etc. etc. C'est tout là. Mais je redis, la base, c'est de prendre conscience de l'habitabilité de la planète et après, ça déroule. Génial. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, le petit mot de la fin. Difficile de dire mieux. Voilà. Vous devez partir, Emeline. On vous libère. D'ailleurs, il reste 1 minute 43. Je vois le chrono qui descend. Donc, il faut y aller. Très rapide. Moi, ça fait 15 ans que je suis là-dedans. Oui. J'ai vraiment senti, c'est pour souligner ce qu'ils ont dit, ça fait 15 ans, mais ça fait vraiment 5 ans qu'on a l'impression d'être vraiment supporté, vraiment être accompagné. Et enfin, je veux dire, si on n'y va pas maintenant, c'est qu'on n'a pas du tout envie d'y aller. Je veux dire, on est vraiment supporté maintenant. Excellent. Merci beaucoup, Emeline Beaune, pour votre présence. On vous remercie, on vous salue et bonne course. Muriel, vous, alors, le mot de la fin, ça serait quoi? Il nous reste 1 minute 13. Le mot de la fin, c'est la baseline du CETIM. Il faut oser le futur et oser le futur vers la transition environnementale. Excellent. Osons le futur. David, pour vous, le mot de la fin, c'est... Juste pour repartir sur quelques éléments qui ont été dits, je pense que c'est vrai que si on veut rendre son industrie propre, ça demande de passer par beaucoup d'étapes, de gérer beaucoup de choses. On a parlé d'énergie, de déchets. Je pense que la première étape, c'était de trouver la motivation. Je pense qu'aujourd'hui, les gens l'ont. Maintenant, c'est de rester cohérent, c'est-à-dire que de s'attaquer aux problèmes un par un et puis tous les intégrer petit à petit, pas se décourager. Et puis on se rend compte que c'est vraiment un facteur qui va motiver les collaborateurs. En général, quand ils se rendent compte que c'est vraiment une démarche cohérente, qu'on cherche vraiment à intégrer un maximum de facteurs et que c'est toujours positif en général pour la démarche de l'entreprise et pour les gens qui travaillent dedans d'avoir une vraie démarche d'industrie propre. Excellent. Donc, osons le futur. Merci beaucoup à tous les 5 et puis à Emeline qui nous a quittés. Voilà, pour vos témoignages, c'était très intéressant à suivre donc sur les réseaux et sur Global Industrie. Global Industrie qui continue. On se retrouve bien sûr sur ce salon. Au revoir.